Voici 12 conseils pensés spécialement pour les jeunes que j'aurais beaucoup aimé entendre plus tôt. Depuis 3 ans, je lis 1 heure par jour, je me lance des défis, je voyage, je rencontre des millionnaires ou encore des bibliothécaires, voire même des grands-mères, et voici le condensé de toutes les informations les plus intéressantes que j'en ai tirées. Depuis petit, j'ai toujours fait très attention à mon argent, tellement que parfois, j'en étais même radin. Puis un jour, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé l'achat-revente sur Vinted et bingo, en 6 mois, j'avais gagné plus de 5 000 € de bénéfices. Bizarrement, malgré tous les chiffres qui avaient monté sur mon compte, rien n'avait changé. Je continuais toujours à dépenser peu, à avoir peur de perdre cet argent et donc de la conserver. Dans l'histoire de la philosophie, il y a 2 personnes qui s'opposent sur une idée intéressante. D'un côté, on a Héraclite qui, lui, estime que dans la nature et dans la vie en général, tout est constamment en mouvement et en perpétuelle évolution. Alors que pour Parménide, à l'inverse, il existe quelque chose d'universel qui ne change jamais. J'aime beaucoup ici la vision d'Héraclite et il est vrai que quand on regarde autour de nous, notamment dans la nature, on se rend compte qu'il n'existe aucune ressource qui n'est pas en mouvement. Les plantes bougent, les insectes, la terre, les humains, bref, tout est fait pour se mouvoir et je ne vois donc pas pourquoi l'argent ne devrait pas en faire de même. Si je me suis lancé le défi SDF tout millionnaire, c'était notamment pour affronter une peur qui était celle du manque. Manquer d'argent, de sécurité, de repères, voilà plein de choses très effrayantes pour l'être humain, mais qui pourtant, durant l'expérience, m'ont bien montré que rien de mal ne s'était passé. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et c'est pour cette raison que je n'ai absolument pas peur de dépenser tout mon argent. J'envoie un signal fort à mon corps et à mon esprit qui est que oui, on peut le faire parce qu'on sait derrière qu'on est capable d'en gagner de nouveau. Dans son livre How to Die with Zero, Bill Perkins appuie très fortement sur ce point que quand t'es jeune, c'est le moment où il faut utiliser l'argent parce que tu as la santé pour profiter des expériences que ça va te permettre de vivre et puis tu as aussi les intérêts composés de toutes ces choses que tu vas faire. Arrête de garder ton argent sous ton oreiller, utilise-le d'une part pour le partager avec tes amis, avec ta famille, et moi c'est ce que j'ai fait de mon côté, et ensuite utilise-le pour saisir des opportunités, vivre des choses, rencontrer des gens, bref, fais-en un truc. Quand j'étais petit, ma mère me critiquait beaucoup pour une chose. Moi et mon père ne vivions que pour le foot. J'étais en sport-études la semaine avec un entraînement par jour, je rentrais le samedi pour le match du week-end et le dimanche, on regardait le football à la télé. En bref, on était passionnés, obsédés et selon elle, c'était mauvais parce qu'on s'ouvrait pas aux autres trucs de la vie. Il y a pas longtemps, puisque j'ai grandi, j'ai réalisé un truc, c'est qu'en fait, elle aussi, elle était obsédée. Alors tu t'en doutes, elle s'en fout complètement du foot ou même du MMA. Non, elle, son truc, c'est la psychanalyse. Et il suffit de jeter un œil à sa bibliothèque pour se rendre compte qu'elle a 80% de livres qui parlent de Jung et de Freud. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'avoir une vie équilibrée, de faire les choses avec parcimonie, avec modération, mais une chose est sûre, c'est que si tu veux devenir excellent dans un domaine, tu vas devoir au bout d'un moment en devenir complètement obsédé. Grant Cardone en parle dans son livre puisque c'est un trait de caractère qui est assez prononcé chez lui, sauf que au départ, c'était mis dans l'alcool, dans les drogues, etc. Et donc ce qu'il a réussi à faire, c'est prendre ça et le mettre cette fois dans l'entrepreneuriat, dans l'argent et dans le sport. Par rapport à ça, j'aime bien le modèle en T qui consiste donc à développer tout d'abord une obsession, une discipline, une compétence dans laquelle on excelle et ensuite faire le 80-20 dans le reste, donc pour ta santé, pour tes lectures, bref, tout ce genre de trucs qui sont annexes mais qui ont de l'impact parce que c'est évident, mais tout est lié et Descartes avait tort. Non, le corps et l'esprit ne sont pas dissociables ni même dissociés. Mardi dernier, Yomi m'a appelé pour me demander conseil. Il voulait un avis sur son futur projet de vidéo YouTube, mais bizarrement, durant tout le call, il ne m'a pas parlé de son projet. Par curiosité, je lui ai demandé pourquoi, et voilà ce qu'il m'a répondu. La plupart des gens se laissent contaminer par les idées des autres.
mon objectif à moi est d'avoir ton expertise et ton opinion le plus pure possible. C'est alors que pendant 45 minutes, il m'a interrogé sur quels sont les ingrédients selon moi d'un bon concept. Comment je fais pour créer mes titres et mes miniatures sur YouTube. Ou encore, si je devais donner 3 raisons de mon succès sur YouTube, ça serait quoi? Bref, tu l'auras compris, l'idée est tout d'abord d'absorber l'expertise de la personne pour pouvoir ensuite la mettre en relation avec notre idée de base. Ici, on peut faire un parallèle avec ce qu'on appelle le brainstorming effect, qui met en évidence que quand les gens font un brainstorming, donc ils balancent des idées comme ça en groupe, ils sont beaucoup moins efficaces que ceux qui font un brainstorming individuel au départ, donc chacun dans son coin, et qui ensuite mettent en relation leurs idées. Parce que le problème quand vous êtes en groupe, c'est qu'on a une économie de la réflexion. C'est facile de se mettre un peu en retrait et de moins participer. Alors que là, quand t'es tout seul derrière ta feuille blanche, t'es obligé de faire des trucs. Et c'est d'ailleurs un modèle que j'ai mis en place avec des gens qui écrivent des vidéos, Oscar et Thomas, à qui je fais un big up, où au départ, ils cherchent tous les deux dans leur coin, et la dernière heure de travail que je leur paye, là par contre, ils mettent en commun leurs idées et ils voient lesquelles sont les meilleures. Il y a une semaine, j'étais sur mon vélo et j'ai aperçu une fille plutôt jolie en rentrant de la salle. À ce moment-là, je me dis, ok, faut que j'aille lui parler. Mais normal, comme je suis un être humain, j'ai une deuxième pensée qui arrive et qui me dit, en vrai, un peu la flemme, elle marche, elle a ses AirPods, je vais pas la déranger. Donc je passe mon chemin. Mais 300 mètres plus tard, je croise de nouveau cette fille-là et je me dis encore une fois, bon, là, faut vraiment que j'aille lui parler. Mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit, ah mais la flemme, machin. J'espère que ça va pas paraître trop loufoque pour certains, mais à ce moment-là, ce que je décide de faire, c'est de me reconnecter au moment présent. Et un bon moyen de faire ça, c'est de se concentrer sur sa respiration parce qu'il n'y a rien de plus présent et de plus actif. C'est en continu. L'objectif pour moi de faire ça, c'est d'arrêter d'anticiper la situation et tous les malheurs que je pourrais y associer. Qu'est-ce que je vais lui dire, comment elle va réagir, etc. Tout ça n'a pas besoin d'être anticipé et c'est justement le framework désormais que j'utilise. J'arrête de choisir des accroches, de préparer ce que je vais dire parce que ça n'a pas d'intérêt. On revient donc à la situation, c'est ce que je fais et tout d'un coup la souffrance disparaît parce que j'ai oublié que cette fille existait. Mais je la vois quand même au loin et donc j'y vais, je vais lui parler et bingo, ça se passe super bien. Ce qui s'est passé ici et que j'ai trouvé très agréable et c'est la première fois que ça m'arrivait de manière aussi forte, c'est que la souffrance et la résistance pour aller lui parler avaient quasiment disparu. Ou en tout cas je l'avais accepté, mais surtout ce que j'ai fait c'est d'arrêter d'anticiper ce qui allait se passer parce que ça n'a pas de sens de faire ça. La seule chose qui existe actuellement à l'heure où je te parle, c'est le moment présent. Et le passé existe parce que tu es capable maintenant tout de suite d'y penser. Le futur, c'est la même chose. Donc tu l'auras compris, ça n'a pas de sens d'essayer d'anticiper ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire. Laisse-toi porter, vas-y et tu verras que ça se passera à merveille. Quand tu es jeune, tu as un énorme avantage sur tout le monde, même si actuellement tu n'as absolument aucun résultat ou aucun premier succès dans ta vie, c'est que tu as du temps. Et beaucoup plus que les autres, parce que normalement, si tu n'as pas d'accident ou quoi, tu vas vivre longtemps. Et donc ça, il faut capitaliser dessus et l'utiliser avec parcimonie et intelligence. Une des règles que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est de te demander comment est-ce que tu peux faire des choses difficiles maintenant qui rendront tout le reste beaucoup plus simple par la suite. Ou, de l'autre manière, quelles sont les choses que tu es prêt à faire tous les jours, mais qui sont plutôt faciles et agréables. Je vois beaucoup trop de jeunes, mais en même temps c'est normal et compréhensible, qui sautent d'idée en idée, qui lancent des business éphémères, qui font des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens et qui en plus ne développent pas spécialement de compétences, et je trouve ça bien dommage. L'effet cumulé, les intérêts composés, sur le papier c'est un beau concept. Oui, au bout d'un moment, il va se passer un effet boule de neige, machin. Mais le problème, c'est que souvent, il y a un niveau de transférabilité qui est assez faible. C'est pas parce que tu vas travailler sur un truc quand t'es jeune qui est plutôt bien que derrière, ça va te servir. Et c'est donc pour cette raison que tu dois très bien choisir ce sur quoi tu veux te lancer.
mais attention, c'est pas non plus un prétexte pour ne pas passer à l'action parce que c'est tout aussi important. Comme l'a dit Jeff Bezos, focus on the big things that are stable in time. Quel est le business que tu peux lancer aujourd'hui et qui existera encore dans 50 ans? Quelles sont les choses que tu peux développer? Quelle est la compétence que tu veux apprendre qui dans 50 ans te servira encore? Il y a un truc qui est marrant avec nos parents, en tout cas c'est le cas de mon côté, c'est qu'ils ont tendance à dire que leurs meilleures années étaient celles de la fac ou encore du lycée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'après une étude menée à Duke University, il semblerait que ça ne soit pas un abus de langage, mais qu'il y ait bien un pic de réminiscence, c'est-à-dire du nombre de souvenirs et de moments qui vont s'ancrer dans ta mémoire, en pourcentage, donc corrigé du volume, etc., entre tes 15 et tes 25 ans. En gros, tu vas te souvenir beaucoup plus des choses qui vont t'arriver et qui vont se passer dans ta vie à ce moment-là. Si je me suis lancé dans le défi SDF tout millionnaire, c'est notamment parce que je savais que la chance de pouvoir faire un truc pareil, c'est-à-dire se libérer de toutes les contraintes, repartir de zéro, aller dans la rue, bref, tous ces trucs, à 21 ans, c'était peut-être le seul moment de ma vie où j'aurais l'opportunité de faire ça. Et donc, il faut saisir ces moments-là, notamment parce que d'une, ils vont avoir beaucoup d'impact pour la suite, mais que tu ne pourras plus les vivre après. C'est le moment et là, je veux que tu sois FOMO. Je veux que tu aies peur de rater quelque chose dans cette période parce qu'il faut vivre des trucs. Et c'est justement le parallèle avec le point 1 où n'aie pas non plus peur d'utiliser ton argent pour vivre des choses à ce moment-là, parce que c'est très important et ça va s'ancrer pour le reste de ta vie. Il y a une citation de Carl Gustav Jung que j'aime beaucoup qui dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dictera votre vie et vous appellerez ça destin. » Depuis 3 ans, je m'intéresse au développement personnel, j'ai lu plein de livres sur le sujet, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vu plein de vidéos, bref, et je suis bien obligé de me rendre à l'évidence que c'est en réalité un travail beaucoup de surface, comme à l'image de l'iceberg. En effet, la plupart des actions, des comportements, des manières de réflexion sont beaucoup plus inconscientes et automatiques qu'on le pense. Il y a une règle dont a parlé Tai Lopez dans un podcast Sans Permission, que j'aime beaucoup, qui est celle de 60-30-10, qui met en évidence que 60% des choses qui nous arrivent dans notre vie sont dues à notre passé, à notre héritage génétique et tout ce genre de choses. Et je suis assez d'accord avec le temps parce que il faut bien que je me rende à l'évidence que si par exemple aujourd'hui je fais des vidéos sur internet, que je suis dans l'entrepreneuriat et que par exemple je fais du sport, eh bien c'est notamment parce que de manière intrinsèque, j'aime la compétition, j'aime bien qu'on me regarde, j'aime des fois être connu, avoir un haut statut parce que c'est quelque chose d'important pour moi. J'aime la lecture, je suis de naturel très curieux qui aime apprendre des gens, apprendre des choses, etc. Bref, toutes ces choses que je pourrais conscientiser et expliquer de plein d'autres manières, en réalité, émanent beaucoup de la personnalité dont j'ai hérité et de toutes les choses que je n'ai pas très bien compris encore, mais qui prédomine sur le reste. Maintenant, je trouve pas ça décourageant, bien au contraire, puisque ça donne une voie de cheminement et de connaissance de soi qui est un petit peu différente que celle que pourrait proposer par exemple le développement personnel, mais qui par contre est beaucoup plus intéressante et profonde. Ça, c'est les Hadza, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, passent plus de temps inactifs que les Américains par exemple en moyenne. Mais pourtant, ce qui est très intéressant et qui est paradoxal, c'est que ils ne souffrent absolument pas des problèmes de la sédentarité. La raison est simple, ils se reposent différemment de nous. En effet, ils n'ont pas des chaises, des canapés ou encore des lits. Mais la plupart du temps, quand ils ne font rien, ils sont en squat, assis par terre, allongés ou tout simplement debout. D'ailleurs, il y a un test très simple pour savoir si votre position est correcte ou pas que j'aime bien, qui nous vient du Dr K, qui met en évidence qu'il faut que vos genoux soient plus bas que vos hanches. Et vous pouvez le voir, souvent dans le canapé, c'est l'inverse qui se passe et ce qui fait que notre dos va avoir tendance
à s'abîmer. Ou en tout cas, elle va être un peu plus sollicitée et donc on va avoir des douleurs qui vont apparaître. Ici, ce que je trouve très intéressant, c'est de mettre en lumière à quel point le repos est intéressant, mais encore plus d'apprendre à mieux se reposer. En neurosciences, on a un terme qu'on appelle la charge holastique qui met en évidence l'accumulation de stress, de stimulation, etc. qu'on a tous les êtres humains au fur et à mesure de la journée et qui donc nécessite d'être vidé. Mais malheureusement, tu t'en doutes, le fait d'aller sur les réseaux sociaux ou de faire ce genre de truc ne permet pas de réduire cette charge holastique et donc de véritablement se reposer. On fait souvent une distinction entre passive recovery, donc réseaux sociaux, malbouffe, tous ces trucs, versus active recovery, où là vraiment tu as un repos qui est efficace. Et on peut par exemple faire la sieste. Il y a Ryan Doris, un gars qui parle beaucoup de ça, qui dit que lui, il aime regarder un mur blanc pendant 15 minutes, c'est un test. Et en l'occurrence, le fait de ne rien faire marche très très bien pour se reposer pleinement. On peut méditer, on peut se balader en nature, on peut faire du sport, on peut s'exposer au froid ou encore au chaud. J'aime beaucoup l'idée relative à la musculation qui est que ce n'est pas quand tu soulèves des poids que tu construis des muscles, mais c'est bien à ce moment-là que tu les détruis. Et c'est quand tu vas te reposer, notamment durant ton sommeil, que là, tu vas commencer à en construire. Et ça montre à quel point le repos est primordial. Comme l'a dit Victor Hugo, la meilleure des études est le sommeil. Une bonne sieste réparatrice peut valoir mieux qu'une longue nuit de révision. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'Antoine Blanco sur TikTok et attention, je ne m'attaque pas ici à sa personne, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je côtoie de temps en temps, mais c'est plutôt à la vidéo et le message qu'il a voulu transmettre. Dans celle-ci, il explique ce qu'il ferait s'il repartait de zéro et qu'il avait un job en full-time du lundi au vendredi. Maintenant, le problème ici et dans ce qu'il propose, c'est qu'il met en place un agenda complètement linéaire où tous les jours, il faut répéter exactement la même chose. Et en fait, à l'image de Dubaï, il est un petit peu déconnecté de la réalité et il a oublié que la seule constance de la vie, c'est l'inconstance. Personnellement, c'est un des concepts qui a le plus changé ma vie et la manière d'entrer en relation avec celle-ci, parce que désormais, et comme le dit si bien Nassim Nicolas Taleb qui a parlé en long, en large et en travers de cette idée, et mon ami aussi Pierre Dufraisse, il suffit que la volatilité fasse sens. Il suffit de comprendre que l'être humain, la nature et tout ce qui nous entoure est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, et donc que c'est normal que ça change tout le temps. Aujourd'hui, je m'éloigne de plus en plus de l'agenda, de l'organisation des journées, de la planification, parce que souvent, c'est d'une part un moyen de se déconnecter du moment présent et d'anticiper ce qui est important, et on a besoin évidemment de faire ces trucs plein de fois, mais il faut pas le faire à une échelle déjà trop large et de manière trop précise. Et surtout, en faisant ça, on essaye de rendre notre quotidien le plus linéaire et prévisible possible, mais pourtant ce n'est pas comme ça que la nature et que l'être humain fonctionne. Il y a un homme, Michel Alan Singer, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Surrender Experiment, qui est d'ailleurs devenu milliardaire, qui parle de cette philosophie de vie, comme quoi lui en fait désormais il a accepté de vivre de manière surrender, c'est-à-dire de se laisser un petit peu porter par le flot de la vie, par les opportunités qui s'offraient à lui, et d'arrêter de rentrer en résistance avec ce qui se passait. Alors je sais que de manière rationnelle c'est un petit peu difficile à accepter, mais personnellement depuis que je fonctionne comme ça c'est génial, parce que je m'ouvre beaucoup plus aux opportunités et je suis moins dans l'attente aussi des choses, parce que ce qui est marrant c'est qu'en fait je n'ai plus beaucoup d'attentes. Alors certes je conserve un cadre qui est important pour moi à la semaine où j'établis par exemple tant de séances de sport à faire à peu près, tant de contenu à poster, tant de calls à passer, tant de marches, etc. Mais ensuite ça c'est juste le cadre. Dans celui-ci, dans ce rond, je peux m'amuser et voltiger. Et c'est très agréable de vivre comme ça. Et je trouve que c'est ainsi qu'il se passe les choses les plus extraordinaires. Squeezie, Pablo Picasso et Elvis Presley ont un point commun. Et non, ce n'est pas d'être connu. Regardez ces chiffres. 83% des utilisateurs de TikTok ont déjà posté une vidéo. Mais pourtant, le nombre de personnes qui ont posté plus de 100 vidéos est de 0,01%.
La même chose avec le podcast. On en a plus de 90% d'entre eux qui abandonnent seulement après le 3e épisode. La différence entre un pro et un amateur n'est pas ce qu'il fait, mais depuis combien de temps il le fait. Tu peux aujourd'hui, pendant une semaine, faire exactement la même chose et la même journée que Cristiano Ronaldo. Tu n'auras pas son niveau, c'est sûr et certain. Notamment parce que lui, il le fait depuis 20 ans et qu'il est complètement obsédé. Dans sa carrière, Picasso a fait plus de 1800 tableaux. Dans sa carrière, Elvis Presley a fait plus de 67 albums. Et dans sa carrière, Squeezie a fait pour le moment plus de 1600 vidéos. Ce n'est pas pour rien s'ils ont développé un niveau d'expertise aussi important, c'est notamment parce que d'une part, ils étaient complètement, et ils sont complètement obsédés par ça, et ça émane souvent de l'amour et du plaisir immense qu'on prend en faisant ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils y ont mis énormément de volume. Il faut pas oublier que c'est un des trucs les plus importants pour devenir fort dans quelque chose, c'est d'y mettre du volume, du volume, du volume. Et d'ailleurs, le volume mange complètement l'efficacité au petit-déj. Aujourd'hui, il y a plein de gens, et notamment les jeunes, qui cherchent des raccourcis pour des choses, etc., mais qui, au final, n'avancent pas, tout simplement parce que pendant qu'ils cherchent des raccourcis, ils ne font pas les efforts et ils ne font pas le volume nécessaire à la progression. Et un heuristique que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est de, oui, continuer à chercher des raccourcis et à chercher de temps en temps des méthodes qui sont plus efficaces, mais tout en continuant à y mettre beaucoup de volume. Et en général, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Quand j'avais 16 ans, je me suis fait arnaquer, mais bizarrement, j'en suis très content et voici pourquoi. Je me souviens très bien, on est pendant le Covid et il est aux alentours de 17 h, un pote m'appelle et me parle d'une nouvelle opportunité business incroyable dans laquelle j'ai juste à investir 100 € et ensuite je vais devoir recruter des gens et tout et je vais gagner plein de thunes, ça va être trop bien, bref. Au début je suis un petit peu dubitatif, je me dis bon, c'est quoi ce truc, cette arnaque et tout, mais bon, comme c'est mon pote et qu'il insiste énormément, je finis par accepter. Résultat, je n'ai jamais revu la couleur de cet argent, et notamment parce que c'était un Ponzi, c'est-à-dire un business pyramidal qui reposait simplement sur le fait de recruter des nouveaux gens qui allaient payer pour payer les gens d'en haut, enfin bref. Maintenant, quand la plupart des gens vivent ce genre de situation, voilà leur réaction. Ok, alors gagner de l'argent sur internet, je vois bien que c'est impossible, il y a plein d'arnaques, il faut que je fasse très attention et je vais plus me laisser avoir. Résultat, les gens se résignent et n'essaient plus. Pour ma part, quelques mois plus tard, je commençais l'achat-revente sur Vinted et ça marchait très bien. En fait, c'est marrant, mais pour en avoir discuté avec plein de gens, tout le monde s'est déjà fait arnaquer au moins une fois au début, peu importe la manière, que ce soit pour investir sur des cryptos, sur des shitcoins, sur des NFT, sur des trading. Bref, tout le monde a été un petit peu naïf en se disant que oui, c'était sûrement possible de gagner de l'argent et on a perdu. Mais pour autant, et c'est là une des clés de leur réussite, c'est qu'ils ont conservé cette naïveté qui leur a permis de saisir de nouveau des opportunités. La naïveté n'est pas tellement la bêtise de celui qui ne sait pas, mais plutôt l'aptitude de celui qui veut toujours en savoir plus et qui ne considère rien comme sûr ou acquis. Il y a 3 jours, j'étais au resto avec un pote qui s'appelle Adrien, qui est beaucoup plus âgé, qui a la quarantaine, et qui un jour s'est retrouvé dans le château du fondateur de Jiffy pour une soirée poker. Il me racontait un petit peu comment ça s'est passé, etc. Et un des trucs très marrants qu'il me disait, c'est qu'en fait, il n'était pas très intelligent et que selon lui, sa réussite, et c'est aussi la manière dont il l'avait interprété, elle reposait sur le fait qu'un jour, il est tenté le ballsy move de se dire « Ok, je vais acheter un stock en Chine et je vais faire une promo dans ma maison, je vais mettre dans le journal, etc. Et on va voir si ça va vendre et tout. » Et c'est ce qui a commencé le début de l'aventure. En gros, c'est parti d'un move un petit peu osé, d'un truc un petit peu risqué, d'une certaine naïveté, et ça a fini par créer un empire de plus de 8000 salariés. Un des exemples les plus frappants aujourd'hui qui nous entoure, c'est Elon Musk, qui d'une certaine manière a été extrêmement naïf de penser qu'il pouvait lancer une fusée. Mais pourtant, il a réussi à le faire et ça a marché. Tu l'auras donc compris, ne perds surtout pas cette naïveté, au contraire cultive-la, et c'est celle-ci qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas tomber sur une opportunité qui va marcher. Dans le livre que je lis actuellement, The Rational Optimist, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. Aujourd'hui, 1 heure de travail, c'est à peu près 300 jours d'électricité pour lire le soir. Alors qu'en 1800, 1 heure de travail,
t'offrait seulement 10 minutes d'électricité pour lire. Deuxième chose, Kelly Cobb de Drexel University a voulu faire un costume par lui-même, mais en utilisant seulement à 100 km aux alentours des matériaux qui étaient disponibles. Résultat, il a eu besoin de plus de 500 heures de travail et de 50 artisans. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a dû, parmi le costume final, il y en a 8% en fait qui provenaient de trucs extérieurs, parce que sinon c'était impossible. Ce que je veux te transmettre dans cette fin de vidéo et avec ces deux exemples, c'est qu'on vit dans une époque qui est complètement extraordinaire et la vie est un putain de miracle. Donc celui-ci, il est pour la gratitude d'être en vie, d'avoir à ta disposition tout ce que tu peux avoir sans fournir autant d'efforts qu'auparavant. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé marrant, c'est qu'en fait aujourd'hui on est beaucoup plus riche que par exemple Napoléon, même s'il avait 20-30 esclaves, parce que le cumulé de tous les efforts qui se trouvent juste par exemple autour de moi, c'est incroyable d'avoir accès à tout ça et il faut surtout pas l'oublier et avoir beaucoup de gratitude pour ça. Si tu aimes ce genre de vidéos et notamment ce genre d'idées qui permettent de s'élever en tant qu'être humain, tu peux t'inscrire avec le premier lien en bio en dessous de la vidéo à ma newsletter complètement gratuite. C'était Dali, je te souhaite une belle journée mais surtout une belle vie. Ciao.